Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Allez, la science-fiction, un grand thème ce matin à évoquer avec Michel Geoffroy. Il était passé dans nos studios pour un livre formidable. Et ce matin, Michel Geoffroy, avec son livre Bien vu dans le meilleur des mondes, aux éditions La Nouvelle Librairie, c'est Quand la réalité dépasse la science-fiction. Bonjour Michel Geoffroy. Bonjour. Comment allez-vous ? Eh bien, écoutez, ça va. Bon, mais en tout cas, je vous reçois avec beaucoup de plaisir pour parler de ce nouvel opus, ce nouveau livre, bien entendu, qui est déstabilisant parce que vous écrivez des choses déstabilisantes mais passionnantes de Michel Geoffroy. Et on commence sans plus tarder. Une première question finalement sur le roman de science-fiction. On va commencer par la base. Ce roman de science-fiction, selon vous, il a perdu des lecteurs et ne fait plus Flores. Mais pourtant, à vous lire, il faudrait quand même s'y repencher très rapidement. Oui, c'est-à-dire que l'âge d'or de la science-fiction, c'est le XXe siècle. Enfin, même ça commence même à la fin du XIXe siècle avec l'œuvre de Wells. Hein. Mais disons qu'aujourd'hui, comme les gens ont tendance à moins lire, hein, la lecture du roman de science-fiction est moins développée, mais en même temps, on pourrait dire le cinéma de science-fiction s'est beaucoup développé. Aujourd'hui, il y a des grands blockbusters hollywoodiens de science-fiction. Donc, c'est un genre particulier. Alors, historiquement, le roman de science-fiction a plutôt été considéré comme un genre mineur, hein, surtout dans les collections de poche. Hein, je pense aux collections genre Fleuve Noir qu'il y avait en France. Mais en réalité, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que certains auteurs, pas tous, bien sûr, parce qu'il y a à la fois une science-fiction très commerciale, qui n'a pas de grandes ambitions, et puis il y a une science-fiction qui est un peu plus profonde et qui a effectivement décrit une partie de notre réalité. Hein. C'est Ray Bradbury, hein, un grand auteur de science-fiction, qui avait cette formule, il disait « La science-fiction, c'est la description de la réalité ». Hein, c'était l'auteur notamment de Fahrenheit 451, hein, qui décrit une société totalitaire où les livres sont interdits et où les pompiers brûlent les livres. Ils font le contraire de ce qu'on pense. C'est dans le thème, c'est d'une criante réalité, Michel Geoffroy, notamment Ray Bradbury dont vous parlez, société totalitaire, parce que quand on brûle les livres, finalement, ce qu'on ne veut plus que l'individu accède à la connaissance, s'émancipe, non ? C'est un peu ça aussi l'idée de Bradbury. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on brûle pas les livres, mais on les rend un peu inutiles. On les rend inutiles, donc ça c'est un symbole. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a au moins il y a de grands auteurs. Je n'ai pas eu la prétention de citer tous les auteurs science-fiction, ça serait absurde dans le petit volume de cet essai, mais je pense au moins à trois grands auteurs. Il y a Wells, qui, d'une certaine façon, a anticipé notre monde. Et il y a George Orwell. Alors, George Orwell est un auteur d'Uchronie, hein, plus que de science-fiction au sens propre. Et puis, il y a aussi Aldous Huxley, pour prendre trois auteurs anglo-saxons. C'est d'ailleurs pas neutre que les auteurs qui décrivent, en quelque sorte, la nouvelle tyrannie dans laquelle nous sommes, soit des auteurs anglo-saxons. Mais il y a aussi des auteurs français. Hein, pensons par exemple à René Barjavel, qui a écrit toute une série de romans qui sont des romans qui traitent moins d'un système totalitaire, mais qui traitent aussi du chaos qui détruit une société qui pense que tout va bien et qui va se retrouver confrontée à des problèmes très compliqués. Donc la science-fiction, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire ces gens-là qui ont écrit dans le passé. Alors, je précise, j'ai choisi des auteurs anciens. Je n'ai pas choisi d'évoquer des auteurs contemporains, parce qu'un auteur contemporain qui évoque, je dirais, la dérive totalitaire de notre société, bon, on ne peut pas dire que ce soit une prévision, c'est plutôt une analyse du temps présent. Mais quand on voit que George Orwell écrit en 1948 son fameux livre 1984, là, on est vraiment dans une prévision
qui vise notre présent à nous. Parce que, si j'osais une formule un peu compliquée, je dirais le futur qu'ils ont imaginé dans notre passé correspond aujourd'hui à notre présent, d'une certaine façon. Alors, allez, finissez là-dessus, Michel Geoffroy. Non, mais donc c'est ça qui m'a paru intéressant. De même, les films, je me suis intéressé à des films relativement anciens, parce qu'encore une fois, des films actuels, alors ils peuvent être très intéressants, mais on peut dire qu'ils prévoient moins le futur, puisqu'ils décrivent notre temps. Oui, alors il y a aussi, vous écrivez notamment que l'optimisme positiviste a perdu en crédibilité. Il y a cette idée aussi dans votre livre. Hein. Oui, alors la science-fiction, c'est un genre que je considère comme se rattachant au progressisme, à l'idéologie du progrès, puisque par définition, la science. Pourquoi on appelle ce genre science-fiction ? Parce que il consiste à extrapoler dans l'avenir les connaissances scientifiques du présent. Donc c'est pour ça que, notamment, la science-fiction a évoqué les robots, comme vous l'avez dit au début, ou le voyage dans l'espace, à une époque où c'était peu probable. Donc la science-fiction, c'est du positivisme, c'est l'idée que la science va nous permettre de réaliser tous nos rêves et va nous permettre de réaliser ce que le serpent du jardin d'Éden dit: vous serez comme des dieux quand vous aurez touché l'arbre de la connaissance. Eh bien, c'est ça que décrit la science-fiction. Alors, le problème, c'est que nous vivons une époque où le positivisme, la foi dans le progrès, aujourd'hui est quand même très ébranlé, parce que on peut dire que les jours heureux qui nous ont été promis ne sont pas toujours au rendez-vous. Par contre, les jours malheureux, eux, commencent à être au rendez-vous, et en particulier sur la mise en place. Un des traits communs de ces auteurs, c'est la prévision de la mise en place d'un système, d'une tyrannie d'un nouveau genre. Voilà. Alors c'est pour ça que j'ai notamment axé l'essai sur l'opposition entre deux analyses de la tyrannie, entre celle de George Orwell et celle d'Aldous Huxley. Alors, George Orwell, on le connaît bien, 1984, il décrit un univers très sombre, très soviétique, très soviétoïde. D'ailleurs, ses essais, ils visent clairement l'Union soviétique. Donc, il nous décrit un avenir à base de police, de barbelés, de surveillance, etc. Même s'il a eu des intuitions extraordinaires, je pense notamment au rôle de la télévision. Oui. Quand il écrit en 1948, son livre paraît en 49, mais quand il écrit en 1948, la télévision est très peu développée, ce n'est qu'un instrument presque expérimental. Il n'y a que quelques milliers de personnes qui ont accès à la télévision, et il a prévu l'omniprésence de la télévision, le fameux télécran dans son roman, que non seulement les gens sont obligés de regarder parce que la télévision, on n'a pas le droit de l'éteindre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les télévisions sont partout. Vous en trouvez partout dans les lieux publics, vous en trouvez dans les restaurants, vous en trouvez dans les hôpitaux. Et il a même inventé la télévision qui vous regarde. Qu'est-ce que c'est que la télévision qui vous regarde ? C'est Internet. Internet, c'est le système qui conserve vos données de connexion en permanence, et donc qui vous regarde. Bon, alors, ça, c'est un monde très particulier, un monde de terreur. Orwell avait une formule terrible. Il disait: si vous voulez avoir une vision de l'avenir, c'est l'image d'une botte qui écrase un visage éternellement. Vous voyez, c'est vraiment une vision très terrible. Et à côté de ça, il y a Aldous Huxley. Alors Aldous Huxley, il écrit beaucoup plus tôt, il écrit en 1932. C'est intéressant, mais les années 30, c'est quand même l'époque où les fascismes sont en train de se développer, c'est l'époque où le stalinisme va se développer. Et lui, qu'est-ce qu'il dit, Aldous Huxley ? Il dit: mais non, on n'a pas besoin, pour dominer une population, on n'a pas besoin de la terreur. Oui. On peut le faire avec la bienveillance, on peut le faire avec la médecine, on peut le faire avec la génétique, puisque dans son roman, un monde, Brave New World en anglais, le meilleur des mondes en français, les gens sont dressés de leur naissance. Alors là, notamment, il
la société est divisée en différentes classes. Et par exemple, les basses classes, on leur enseigne la haine des livres. Vous voyez, donc, on a une vision très particulière. D'une certaine façon, Aldous Huxley a prévu le biopouvoir, il a prévu la tyrannie covidienne, hein, je veux dire, c'est ça qu'il a prévu. Et donc les deux systèmes s'opposent un petit peu, hein, soit une terreur policière permanente, soit au contraire un monde de propagande, de rééducation. Et donc d'une certaine façon, je pense que ces deux auteurs ont prévu notre monde, parce que aujourd'hui, nous vivons dans un système qui est un mix des deux. Nous empruntons au monde orwellien, hein, en particulier, pensons au terme de la novlangue. Hein, la novlangue, qui est un concept qu'a inventé George Orwell, le newspeak dans son roman. Eh bien, nous vivons aujourd'hui dans un monde de novlangue, où on change les mots, et en même temps, nous sommes dans un monde de propagande, un monde où l'État, c'est Big Mother, hein, il veut s'occuper de tout, il s'occupe même de notre vie sexuelle, on l'a vu récemment. Bon, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ces gens ont prévu ça dans les années 30 ou 40 ou 50. Oui, c'est intéressant. Michel Geoffroy, sur le chapitre 5, vous appelez ça, c'est un chapitre qui est appelé la tyrannie en pente douce. Oui. Et vous citez Huxley, c'est extrêmement intéressant, je l'ai relu 3 fois, vous voyez. Il vous dit, Huxley dit, il y aura dès la prochaine génération une méthode pharmaceutique pour faire aimer aux gens leur propre servitude et créer une dictature sans larmes, pour ainsi dire, en réalisant des camps de concentration sans douleur pour des sociétés entières, de sorte que les gens se verront privés de leur liberté, mais en ressentiront plutôt du plaisir. C'est terrible parce que j'ai quand même l'impression que cette citation-là, elle colle de plus en plus à notre réalité aujourd'hui. Oui. Finalement, ressentir du plaisir d'avoir privé de liberté, c'est quand même assez formidable, cette histoire. Bah oui, parce que d'abord, la liberté, il faut la mériter. Donc, pour avoir la liberté, il faut la défendre. Donc, ça nécessite un effort. Perdre la liberté en échange notamment de sécurité, c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Hein. À chaque fois, il y a toujours des bons motifs pour perdre la liberté. La santé, rappelez-vous ce qui s'est passé lors de la pandémie. Tout le monde a accepté, il y a eu très peu de révoltes. Hein. C'est ça qui est très typique. Alors effectivement, Huxley a mis un point important dans son roman, tout le monde prend de la drogue. Qu'il appelle dans le roman, la drogue s'appelle le soma. Bah, là aussi, on pourrait dire, quand on voit tout ce que les gens nous disent, il faut dépénaliser la drogue. Bah, c'est vrai que les gens, ils vont être contents. Ils vont être contents de vivre dans un système qui leur prive de leur liberté. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui s'est passé dans la deuxième moitié du XXe siècle. Hein, en échange de la liberté des pulsions individuelles, les gens ont perdu leur liberté collective. Ils ont perdu la souveraineté, ils ont perdu la démocratie d'une certaine façon, parce que nous ne sommes plus vraiment dans un régime démocratique, mais plutôt dans un régime post-démocratique. Donc ça, c'est ça qui est, je trouvais intéressant dans ces romans, mais inquiétant en même temps, hein, parce que ça décrit quand même très largement notre monde. Alors, il nous reste 3 minutes, Michel Geoffroy, et je vous remercie d'être passé par nos studios. Bienvenue dans le meilleur des mondes aux éditions Nouvelle Librairie. La question que j'ai envie de vous poser, vous en avez un peu parlé, mais c'est pourquoi, Michel Geoffroy, les Américains, finalement, ont-ils pris l'ascendant sur la science-fiction? Est-ce que c'est comme une projection de puissance des États-Unis dans les cerveaux, notamment des autres pays et des autres sociétés? Oui, alors, oui, je crois que dans la deuxième moitié du XXe siècle, la science-fiction est d'inspiration anglo-saxonne. Il ne faut pas oublier quand même le poids d'Hollywood, hein, le poids écrasant d'Hollywood dans la diffusion des films de science-fiction. Et c'est normal, parce que, je dirais, dans la deuxième moitié du XXe siècle, le progressisme a pris une forme américaine. Hein. Donc ces auteurs sont clairement dans l'esprit américain. D'ailleurs, quand on regarde les films ou les romans des années 50, c'est jamais que le western version science-fiction, c'est-à-dire le thème du redresseur de tort, le thème de la destinée manifeste. Pensez de nos jours aux films de Roland Emmerich, qui sont des films qui mettent constamment en scène les États-Unis qui sauvent l'humanité, n'est-ce pas? Bon, on voit bien cette logique. Alors, ce qui est important, c'est que, je rappelle, George Orwell, quand il décrit sa société future, il décrit en fait les pays anglo-saxons, l'Océania
de son roman, ce sont les pays anglo-saxons. Et ça, c'est quand même très, très significatif. Ces gens ont compris que un nouveau totalitarisme viendrait à l'Ouest. Et je rappelle quand même, rappelons ce qui s'est passé avec les dissidents soviétiques. Quand ils sont venus à l'Ouest, au bout d'un certain temps, ils ont dit « mais c'est horrible, vous êtes sur la même pente que l'Union soviétique. La seule différence, c'est que nous, en Union soviétique, on n'aime pas notre domination, alors que vous aimez votre servitude. » Donc, c'est pas neutre que ces auteurs soient anglo-saxons. C'est d'ailleurs ce qui explique aussi qu'un certain nombre d'auteurs français se soient dotés de noms anglo-saxons, un peu comme les rockers, pour faire croire qu'ils étaient américains. Parce que le progressisme, à l'époque, il était devenu très largement, du moins en Occident, teinté d'américanisme. Merci Michel Geoffroy d'être passé par nos studios pour ce très très bon livre que je vous conseille d'acheter. Michel Geoffroy, bienvenue dans le meilleur des mondes, aux nouvelles librairies. C'est intéressant, vous êtes énarque, essayiste, contributeur à Polymia. Je vous souhaite une excellente journée Michel Geoffroy. Merci.